Bonjour à tous, les actus streaming s'enchaînent à un rythme effréné. On en fait un par jour en ce moment, on sent que c'est l'approche de Noël et surtout qu'on va aller manger de la dinde ce week-end ou autre réjouissance. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant des nouvelles sorties de films sur Netflix et autres plateformes. Aujourd'hui on est sur Netflix et on va vous parler avec Nam d'un film qui est très attendu puisque c'est le nouveau Zack Snyder. Après un retour déjà sur Netflix avec Army of the Dead, et ce film c'est Rebel Moon partie 1, car il y aura une deuxième partie qui sortira en avril 2024. Cette première partie qui s'appelle Enfant du Feu, et donc c'est un space opéra, mais avant de vous en dire plus, on va parler un petit peu de qui a travaillé sur ce film. Donc à la réalisation Zack Snyder, comme je l'ai dit. Zack Snyder qui a d'ores et déjà annoncé que ce film aurait sans doute une director's cut en plus des deux parties qui sortent là, puisque là les deux parties seraient des parties tout public et qui auraient envie d'en faire une version R-rated. Donc déjà on tease une director's cut, en tout cas pour Zack Snyder's Justice League, la director's cut, il y avait eu énormément d'échanges sur les réseaux sociaux, c'est devenu un truc marketing maintenant presque, on a l'impression. Et il a aussi annoncé que ce film était dans un univers commun avec Army of the Dead, son précédent film de zombies. Pourquoi, comment Parce qu'a priori, il devait y avoir une série animée Army of the Dead où on aurait retrouvé des personnages de Rebel Moon. En tout cas, pour l'instant, on peut se dire que ce sont des films détachés. Au scénario, il y a Zack Snyder lui-même. Il est accompagné de deux autres co-scénaristes, Kurt Johnstadt. Alors, Kurt Johnstadt, il avait fait le scénario de 300 de Zack Snyder. Et il avait également fait le scénario de Atomic Blonde, donc un film d'action de David Leitch, donc qui est un des co-réalisateurs de John Wick. C'est avec Charlize Theron, et avec en second rôle Sofia Boutella, tiens, on reviendra sur elle plus tard, et également donc un autre co-scénariste qui est Shea Hayton, qui est le scénariste de John Wick 3 et 4, et qui a été le scénariste de Army of the Dead et du spin-off d'Army of the Dead qui s'appelle Army of Thieves, et aussi d'un autre film Netflix avec plein de cascades et des vampires qui s'appelle Day Shift, avec Jamie Foxx, un film plutôt sympa que je vous conseille par ailleurs. À la photographie, nous retrouvons Zack Snyder, qui, dans Army of the Dead, avait déjà fait la photographie. Alors je l'avais déploré, on va voir si c'est toujours le cas. Au montage, nous avons Dodie Dorn. Alors c'est une monteuse, et je ne la connaissais pas. Et pourtant, quelle monteuse! Je vais prendre 5 secondes pour parler d'elle, parce que elle a commencé par travailler pour Christopher Nolan, et elle a notamment travaillé sur Memento. Et alors, s'il y a bien un film où le montage est important, c'est quand même Memento de Christopher Nolan. Ensuite, elle a fait également Insomnia avec lui. Puis elle a travaillé avec Ridley Scott sur Les Associés, Kingdom of Heaven, Une Grande Année, avec Baz Luhrmann sur Australia, avec David Ayer sur End of Watch, Sabotage et Fury. Donc voilà, elle s'acoquine avec un réalisateur, elle fait un petit chemin avec lui, et elle avait donc travaillé sur cette fameuse director's cut, Zack Snyder's Justice League, qui devait pas être une sinécure à monter non plus, et elle a également fait le montage de Army of the Dead, donc voilà, compagnonnage maintenant avec Zack Snyder. À la musique, nous avons Junkie XL. Alors Junkie XL, qui est le nom d'un compositeur qui fait des musiques plutôt typées électroniques, et qui a travaillé sur les films du DCU qui ont été réalisés par Snyder, donc que ce soit Justice Batman vs Superman. Il a également fait Mad Max Fury Road comme musique, plutôt pas mal, et Deadpool également. Et au casting, alors là, accrochez-vous parce qu'il y a du monde. Dans le rôle titre, il y a Sofia Boutella. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Sofia Boutella, c'est une actrice qui jusqu'ici n'était pas vraiment habitué au rôle titre, à part peut-être dans Climax de Gaspard Noé, qui a fait pas mal de films en France, des films plutôt auteurs, qui a d'abord une carrière de danseuse, ce qui explique son rôle dans Climax, pendant que Nam est en train d'explorer sa DVD Tech pour retrouver des choses, parce qu'il vient de se rappeler qu'il doit faire une reco à la fin, c'est ça? Non, C'est ça. exactement. Je le connais. Donc Sofia Boutella, dans son premier grand rôle d'action, elle avait effectivement fait un second rôle déjà dans Atomic Blonde, donc quelques petits rôles à Hollywood déjà dans l'action. Et en second rôle, nous avons donc tout un tas de gens. Mitchell Huisman, que je ne connaissais pas, et qui est son acolyte dans le film. Corey Stoll, qu'on a vu dans House of Cards, qu'on a vu dans Ant-Man. Djimon Hounsou, un second rôle qu'on aime beaucoup voir et qui revient ici, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un gros film. Ed Skrein, qu'on a vu dans Game of Thrones et dans des productions EuropaCorp un peu douteuses. Doona Bae, donc actrice un peu fétiche des Wachowski, actrice coréenne donc. Charlie Hunnam, qu'on avait vu notamment dans Pacific Rim, et également dans Sons of Anarchy, je pense que c'est sa série la plus connue, et avant dans Queer as Folk, un acteur britannique. Cary Elwes, qu'on a vu dans Princess Bride,
Alors Carrie West, là, il joue le roi, et donc dans Princess Bride, c'était le jeune héros. Il avait également joué dans Saw. Ray Fisher, qui a plus beaucoup de carrière à Hollywood depuis qu'il a soutenu Zack Snyder et qu'il a dit du mal de Joss Whedon pendant Justice League, mais Zack Snyder est apparemment un homme loyal et lui a retrouvé un rôle dans ce film-là. Également Jenna Malone et Anthony Hopkins qui vient faire une petite voix. Voilà, j'ai fini de parler. Je vais alors déjà, avant de laisser Nam faire le pitch, je pense qu'on peut déjà dire que Nam a plutôt bien aimé le film et que moi j'ai vraiment détesté le film de toutes les fibres de mon être. Et donc voilà, on va se battre tout simplement, mais avec gentillesse. Nam, je te laisse faire le pitch. Dans une galaxie très très lointaine, l'Empire, les rebelles, ça nous rappelle quelque chose. À toi. Oui, oh bah, on va en reparler, mais le film ne rappelle pas que ça. Oui. Bouger un peu ça. Hop. Que ça étant Star Wars, hein, que vous n'auriez pas capté la référence. Alors, oui. Donc oui, il y a un grand empire très très méchant, très très grand, très très vaste, qui commet pas mal d'exactions dans l'univers. Et notre histoire commence alors que cet empire étant subit une période de crise. Frère ayant été assassiné, un régent usurpateur apparemment a pris la place, et des mots d'une rébellion apparemment commencent à se faire entendre dans l'univers. Du coup, le régent envoie un gros vaisseau spatial avec ici des gros présent à canons l'image. pour aller casser la gueule aux rebelles. Donc c'est le vaisseau qu'on voit sur l'image ici. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a un tweet qui a beaucoup tourné aujourd'hui sur le film, très drôle de Vénère Herzog qui disait le film commence littéralement par un pénis qui rentre dans un vagin géant en hyperespace. Et alors, effectivement, voilà. Oui. Bah si, moi je l'ai pas, je l'ai pas vu comme ça. Alors mais moi je si, l'ai pas ouais. vu comme ça spécialement, mais alors, juste après, il y a des métaphores sexuelles qui sont faites par Oui. le chef du village, parce qu'on va arriver dans un village. Tout à fait. Mais, donc je me suis dit si en Oui, fait et c'est ça. donc, tout à fait, voilà. De toute façon, c'est la première chose dont on avait parlé, parce que bien entendu, tout film de science-fiction, space opéra, commence par un petit village reculé où le destin plutôt attend notre héros. Notre héros, qui est une héroïne, Tout à fait. qui est Korra, le dernier avatar après Aang, qui est mort malheureusement. Voilà. Voilà, spoil. Qui fait la fermière sur la planète. Donc on a un écran titre qui rappelle bien que c'est une première partie. Bon, je te laisse continuer un petit peu sur le pitch, après j'ai quelques images du village effectivement. Oui. Donc voilà Alors, notre héroïne. c'est un village, voilà, on peut en parler vite fait, c'est un village type viking. Voilà, c'est le futur, l'espace, mais c'est les vikings de l'espace. Ouais. C'est des pauvres. Voilà, En c'est fonction ce des qu'on- planètes, ça dépendra du coup, mais eux effectivement ils sont typés comme des vikings, ils ont une espèce de petit village un peu de style médiéval quoi, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est un village où, certes, ils sont pas riches, mais certes, ils vivent pas dans le confort absolu. Mais la communauté a l'air sympa. Ils baisent quand ils font des récoltes. Et voilà, ça c'est le chef qui montre de manière très subtile Voilà. euh, Qui de fait- quoi qu'il s'agit. Voilà. C'est- Ça c'est un Et, gros braquemar donc selon le chef. C'est ça. Et donc il s'avère que le vaisseau qu'on a vu au début du film va arriver dans ce village pour récupérer des provisions. Parce que bien entendu, il faut nourrir les gens qui sont à bord. Petit problème, il s'avère que Korra déjà semble être une information qu'on a, c'est la seule qui vient de l'extérieur. Tous les gens du village ne connaissent que le village, ou en tout cas cette planète. Elle a quelques informations sur l'extérieur, et l'arrivée de ce vaisseau la trouble beaucoup, et surtout elle met en garde tout le monde dans le village, le chef y compris, de ne surtout rien leur donner, de se méfier, de faire attention, parce que ça va puer grave, voilà. Et en effet ça va puer grave, parce que non seulement le vaisseau leur dit qu'ils vont revenir dans 8 semaines, je vous passe les détails, mais en gros le vaisseau il revient dans 8 semaines pour prendre toute leur bouffe. Le chef est mort, et ils ont aucune défense, ils ont personne pour les aider, et c'est eux face à un empire tentaculaire dont les proportions semblent incommensurables. Voilà. Mais Fin du dis-moi, Nam, cette histoire de village qui doit se défendre et protéger ses récoltes de grains, ça me rappelle un autre film. Qu'est-ce donc film. Je sais pas, mais est-ce qu'il s'agirait pas d'un film par un certain réalisateur japonais Voilà, qui s'appellera Akira Kurosawa. par un K. Voilà, et qui s'appelle Oryo, Les 7 samouraïs. Et dis-moi, dans les 7 samouraïs, qu'est-ce qui se passe ensuite après que les brigands ils aient voulu voler tous leurs grains et les menacent de revenir? Et il s'avère que le village va décider d'envoyer un représentant pour aller chercher des guerriers pour les aider à se défendre face aux brigands.
Mais dis-moi, Donc, est-ce que c'est pas le même scénario dans Rebel Moon? alors, oui, mais pas exactement. Il y a quelques petites variantes, mais disons que la trame Non, principale est mais oui, calquée sur les mais 7 en gros, samouraïs. voilà, la suite du film, ça va être la récupération d'une équipe. Sachant qu'à la base, le but, c'était de retrouver la rébellion. Ouais, euh, Avec peut-être. Elle avait un nom en tête qui était le général Titus, qu'on verra bien entendu plus tard dans le film. Mais sinon, les autres, c'est un autre personnage qui leur indique, personnage qu'on va de toute façon très bientôt voir, je pense, sur les petites vignettes. Mais sachant que du village, ils sont 2 à partir. Petite variation également par rapport aux 7 samouraïs, ils sont 2 à partir. Il y a Korra et il y a, on va dire, le second du village un peu, c'est celui c'est le second du village, qui- celui qui était tenté de collaborer avec les méchants. Alors d'ailleurs, les méchants que je vais afficher. Alors les méchants arrivent, voilà, comme ça, avec leur Attention, vaisseau, c'est pour donner un peu le style. Alors, oui voilà, gros vaisseau. déjà, moi je me permets quand même de dire, attention, CGI parfois douteux. Voilà. Je vais Oui, commencer par ça. Alors là, si vous croyez que vous avez des problèmes de cataracte, non, ce n'est pas vous. C'est Zack Snyder qui filme flou. Zack Snyder, sa passion en tant que directeur de la photo depuis Army of the Dead, c'est de faire des effets de flou sur les bords de l'image et de mettre de la netteté au milieu. Alors on pourra en rediscuter, mais c'est très désagréable pour ma part. À voir après ce que ça veut dire. Et donc voilà les méchants. Qui sont donc, bon, bah, des nazis, hein, quoi, littéralement. oui. Des nazis avec des. Alors, c'est pas exactement, parce que c'est des nazis avec un aspect religion derrière. Hmm. Du coup, c'est l'Imperium de Warhammer 40 000. Voilà, c'est ça. Et qui vient de leur dire, ah vous êtes le chef, vraiment c'est bien les chefs, et nous les communautés, on n'aime pas trop ça quand même, hein, parce que quand même c'est le chef qui fait la communauté. Donc bon, des nazis Ouais. quoi. Et d'ailleurs, c'est tellement l'Imperium de Warhammer 40 000 que dans l'Imperium de Warhammer 40 000, leur empereur est mort. Enfin, c'est un empereur mort-vivant, entre guillemets. Ah oui. Et D'ailleurs, bon, on c'est peut un dire cadavre. que Warhammer 40 000 est sans doute une des influences quand même majeures du film, parce qu'effectivement, Ah oui. ce côté un petit peu très space opéra bourrin, euh, c'est un peu la référence dans le genre aussi en même temps. Oui. Et d'ailleurs, s'ils veulent faire une version Director's Cut Rated R, encore plus, hein. Oui, effectivement. D'ailleurs, Warhammer 40 000 qui devrait arriver au format série sur Amazon Prime, je crois, avec Henri Cavill, normalement. C'est un Oui, j'ai projet. très hâte. Donc voilà, ça se bagarre dans le village, ça t'a déjà raconté. On a déjà quelques personnages qui vont venir aussi apparaître, notamment Oui. un jeune soldat qui va pas être nazi comme les autres, et un robot, qui est un robot de soutien, mais qui va s'avérer avoir une espèce d'intelligence propre, même si ce sera exploité plutôt dans le deuxième film apparemment, puisqu'il est laissé Oui. sur la planète. Mais j'ai trouvé on n'a pas eu beaucoup de scènes avec le robot et le soldat, Ouais, parce que ça concernait que la première partie du film. Mais je trouvais que c'était plutôt intéressant, parce qu'au final, c'était 2 personnages par qui il y a beaucoup de lore qui passait. Le soldat pas trop méchant, plus parce que voilà, il réagit pas de la même manière que les autres. Du coup, il dit quelque chose aussi comment, de la société dans laquelle il vit. Tandis que le robot, ce que je trouve, alors l'idée pour le coup que je trouvais plutôt sympa, ancien robot soldat qui, et apparemment tous les robots comme lui, quand l'empereur est mort, ont décidé d'arrêter de se battre. Je trouve cette idée très sympathique. sachant que là, ce qui est marqué dans le plan, bon, alors on a vu les 7 samouraïs, on a aussi vu les 7 mercenaires, c'est qu'en général, dans l'équipe à la fin, il y a toujours un petit jeune et un peu un vieil expérimenté qui est un peu rangé à la retraite. Et le vieil expérimenté prend un peu le petit jeune sous son aile. Alors voilà, c'est bon pareil pour la deuxième partie, qu'il y aura peut-être une relation entre les deux, ou lui avec un des autres personnages qui est recruté par la suite, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient jouer le rôle de mentor en tout cas. C'est vrai que du coup, ouais, mais pareil, alors, parce qu'on parlait des 7 samouraïs, et c'est vrai que du coup, une fois que t'as vu le truc dans le film, qui est très clair au bout d'un moment, hein, voilà, au bout d'un moment, Au bout d'à peu si près t'as 10 vu les 7 minutes de film, hein, on samouraïs, peut le dire. tu vas le voir. Ce qui fait que moi, j'étais en train de compter, tu vois. Mais bon, moi, il faut qu'il y en ait 7. Vraiment, voilà, c'est la règle. Et je suis en train de compter, je fais, mais il y en a trop. Ah, oui, Et et voilà, ça va être un des aspects du scénario, le fait qu'il y ait il y a trop de candidats. Il y a un problème. petite modification, on va dire ça comme ça. Sofia Boutella, dans un premier temps, elle, persuadée que le village va se faire raser, va décider de s'enfuir.
et de ne pas aider, mais les soldats qui sont des très très méchants soldats nazis vont essayer de violer la très très jolie paysanne du village, ce qui est Oui. absolument pas original. Toutefois, c'est ce qui fait que Sofia Boutella, enfin son personnage, en tout cas Cora, va rester au village pour organiser cette défense. Donc on peut dire que c'est inspiré donc déjà effectivement d'un scénario sur une trame Les 7 samouraïs. On a également parlé de Star Wars, et Star Wars c'est déjà basé sur un film de Kurosawa, puisque c'est Oui. plus ou moins adapté d'un autre film de Kurosawa qui s'appelle La forteresse cachée, remis avec une autre sauce qui s'appelle le monomythe de Campbell, donc c'est-à-dire le voyage du héros. Alors ça, si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, et notamment au cinéma de science-fiction, et notamment à Star Wars, vous en avez déjà entendu parler 1000 fois, mais ça nous explique que il y a dans les grandes épopées, il y a toujours un petit peu des étapes qui sont un peu des impondérables, et notamment voilà, donc un personnage qui va refuser d'abord l'aventure, puis après va accepter l'aventure. Donc c'est exactement ce qui se passe là avec le personnage de Cora. Est-ce qu'on parle de cette première baston? On peut en parler. Elle a mis un peu de temps à arriver. Voilà, on a une petite beaucoup de préparation pour arriver à ça. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une baston qui ressemble à une baston de Zack Snyder. Oui. Donc il y a du ralenti partout. Ralenti que je trouvais parfois un peu long. Il y a des moments où j'ai ça ils auraient pu bon voilà. Après bon, c'est une question de goût aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très chorégraphié. Voilà, tu parlais, bah oui, qu'elle est danseuse. Donc tu disais oui, Sofia Boutella, elle a une carrière de danseuse. Et, en fait, elle a fait aussi pas mal de films d'action à Hollywood en second rôle. Enfin, elle commence à avoir des petits crédits à ce niveau-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'elle est convaincante en femme d'action? Moi, écoute, je trouve que oui. Je trouve que oui Je aussi. dirais que le problème de cette scène, si je devais en trouver un, c'est qu'on a on a les mignons classiques des films d'action, c'est-à-dire qu'ils attaquent les uns après les autres, ou deux par deux, histoire de pas être trop nombreux. Ce qui je trouve, se voit d'autant plus que là, c'est filmé au ralenti. Parce que du coup, t'as le temps d'y réfléchir à ça. Mais sinon, à part ça, genre, je trouve les chorés sont très bien. Il y a pas mal de bonnes idées, de petits mouvements et tout. Alors, on est sur des chorés pour que ça pue la classe. Hein. Alors, des fois, peut-être que ça pue un peu trop la classe. Il y a des moments où, bon, il y a certains moves, c'est un peu ok. C'est poseur, Mais, on pourrait dire ça comme ça. Si vous voulez comment? être un peu négatif, on pourrait dire c'est poseur. Ah c'est Snyder, hein. Snyder, c'est du cinéma de poseur. Hein. Voilà. Bon, là, Après, c'est tu me tends une perche pour la suite. Je vais juste avancer oui, sur l'image suivante. Euh, vas-y. donc, on va apprendre en fait que Sofia Boutella était en fait une générale qui faisait partie de l'Empire, et pas qu'une générale simple, puisqu'elle était plus ou moins la fille adoptive de l'actuel régent, qui l'avait récupérée sur une planète. Voilà, C'est donc ça. l'héroïne qui est la fille du méchant, ça c'est pareil, hein, c'est du jamais vu au cinéma, hein, ça vraiment, c'est Mais oui, bah ça c'est absolument pareil, jamais ça vu. c'est un. Je trouve que c'était un petit peu mal fait parce que c'est un truc qui nous est dit à demi-mot. Oui. Que, en fait, bah, t'as déjà vu des films, voilà, tu le grilles direct. C'est juste garder ça comme grosse révélation à la fin. Je trouve ça, ouais, bon. C'est Oui, bon, je savais quoi. sachant qu'ils en font pas des caisses non plus sur la révélation. Oui, C'est-à-dire, on le comprend dès le début du film, hein. Donc là, c'était un plan. Donc le plan, hein, quand on a un roi, il est toujours devant une foule et il fait toujours des trucs comme ça, surtout chez les nazis. parce que c'est un symbole de l'Empire qui revient assez souvent dans le film. Qui est la canne qui tient et qui est un symbole que j'ai trouvé plutôt intéressant pour le coup parce que bah, une canne c'est un objet qui sert à te tenir. C'est un objet de soutien et ils s'en servent à chaque fois qu'on les voit s'en servir, c'est pour fracasser la gueule de personne. Donc on sent juste par ce petit symbole, je trouve, on sent le côté empire en déclin. On est Hmm. sur la fin d'empire romain, empire décadent, qui est en perte de valeur, qui n'est plus qu'un travestissement de ce qu'il a pu être autrefois. Si tant est qu'une époque, ça aurait été un empire, je sais pas, mieux, parce qu'on ça on sait pas trop, mais mais voilà, c'est petite, voilà. À noter d'ailleurs que la canne est en forme de fémur et que le méchant se prendra la canne dans le fémur. Donc une bataille rangée avec des ralentis encore une fois. Et alors moi, c'est là où je vais quand même avoir un problème avec la réalisation sur deux points. Le point Oui, numéro un, c'est qu'il y a énormément de plans comme celui-là que j'ai mis à l'écran où clairement on ne comprend rien à ce qui se passe. oui. Vraiment, c'est composé n'importe comment, on ne voit rien, il y a juste des lance-fleurs partout. C'est dégueulasse, le compositing est dégueulasse, on voit un espèce de soldat avec un vaisseau derrière, on a l'impression que c'est un artwork raté, quoi. On a l'impression que c'est du chat GPT limite, hein, en Dali génération.
Donc ça c'est très moche. Donc ça c'est le premier point. Il y a énormément de plans moches de CGI dans le film, pour moi. Et le deuxième point, tu parlais d'un film de poseur, donc là on a Sofia Boutella en Jeanne d'Arc. Et en fait, pour moi Zack Snyder, il s'inscrit dans... Alors, par contre le plan est beau, hein. C'est pas mon problème, mais... Moi, ce que je peux rigoler, c'est le drapeau, parce qu'au moment où je l'ai vu, j'ai fait, ok, non mais... Genre une croix chelou, c'était pas suffisant, fallait en mettre Oui, partout. ils ont rajouté, oui. Bah ça, à la rigueur, le côté too much, pourquoi pas, tu vois, dans le côté kitsch, c'est ce qui était plaisant, par exemple, dans Sucker Punch de Snyder, c'est le côté too much. Mais là, en fait, alors, pour moi, Zack Snyder, il s'inscrit dans une tendance à Hollywood en ce moment, qui est une tendance qui est amorcée depuis un petit moment quand même, peut-être même depuis l'Empire contre-attaque, mais qui trouve son paroxysme chez lui. C'est qu'en fait, on travaille les scénarios avec des storyboards et avec des concept art. Et pour vendre le film, on doit avoir ces espèces de plans un peu badass, et notamment, depuis que les adaptations de comics sont la norme, notamment avec les comics de super-héros, mais Snyder a aussi adapté 300, on essaie de retrouver un petit peu les cases et ces côtés un peu iconiques qu'on peut avoir dans le comics. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un contresens par rapport à ce que devrait être une adaptation de comics ou une esthétique comics, puisqu'en fait, dans une esthétique de comics, on doit essayer d'amener du mouvement. Et ce que les dessinateurs essaient toujours de faire, même s'il y a des pauses à certains moments, bien évidemment, c'est toujours d'apporter du mouvement. Et en fait, Snyder, et j'ai ce problème-là depuis 300, ne cesse de ralentir ses films de plus en plus, jusqu'à devenir presque des successions comme ça d'images, de concept art, et il n'y a plus de cinéma, parce que le cinéma, c'est le mouvement, en fait. Et donc moi, ça ne me va pas. Voilà. Les scènes d'action du film ne me vont pas du tout, même s'il y a quelques efforts, effectivement, dans la chorégraphie des combats au corps à corps, et que Sofia Boutella est convaincante en lead, et Dounabe aussi par la suite. Mais vraiment, c'est des partis pris de mise en scène, je ne peux plus. Ce n'est plus possible. Et c'est une voie d'Hollywood. Heureusement, il y en a d'autres. On en a parlé notamment avec John Wick, ou même un film comme Day Shift, où c'est des films de cascadeurs, où on revient vers justement le mouvement, et on revient vers une esthétique plus proche du cinéma asiatique, en réalité, des films hongkongais ou de ce genre de choses, et du film d'action qu'on aime bien. Et moi, je trouve que ces films d'action typés comics à l'américaine, ce n'est plus possible. En 2023, c'est finito pour moi. Voilà. Alors, c'était... du coup, on va en parler maintenant. Ouais. Moi, c'est une réflexion un peu que je me suis faite devant ce film. Parce qu'en fait, j'ai eu un peu la même impression que devant un autre film qu'on a vu sur Netflix cette année ou l'année dernière, je sais plus. Réalisé par un certain... Son nom m'échappe maintenant. Michael Bay, voilà. Ah oui, Ambulance. C'est ça. Où tu vois, Michael Bay, c'était déjà le cas depuis quelques films. Il y a le côté, bon, ouais, Michael Bay, on le connaît. C'est un mec aujourd'hui qui est un peu has-been. Qui a bien marché à une époque, qui avait une esthétique qui a marqué le cinéma, à tel point que il a créé tout un courant d'esthétique du film d'action. Il y a eu plein de copies de Michael Bay, tous plus dégueulasses les unes que les autres, qui sont sorties. Tout à fait. Battleship, je pense à toi. L'adaptation de toucher-coller. Ne regardez pas ça. Et en fait, j'ai un peu je pense qu'aujourd'hui, Snyder, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un type aujourd'hui qui est has-been. Parce que son esthétique a tellement été marquante à une époque et qui a tellement... Pareil, il y a eu plein de gens qui ont fait du Snyder en plus moche. Mais de la même manière, en fait, la même manière que quand maintenant on joue un Michael Bay, maintenant quand j'ai vu ce Snyder, je me suis... C'est un peu un film un peu... un peu pantoufle, tu vois, tu sais dans quoi tu t'engages. Il y a un côté un peu nostalgie parce que t'aimes bien quand même ce qu'ils font, même si c'est plus d'actualité en effet, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais en même temps, bon bah voilà... Snyder, il fait du Snyder, je vais pas lui demander de faire autre chose, puis moi ça me va, tu vois. Alors moi j'arrive là quand même sur un deuxième problème pour moi du film, c'est-à-dire que j'ai parlé de son flou par exemple, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont flous, et en fait c'est intéressant le parallèle que tu fais avec Michael Bay, parce que Michael Bay, quand il est revenu faire des films sur Netflix également, avec Six Underground et avec Ambulance, et même avant avec 13 Hours, et peut-être même avant avec No Pain No Gain, Michael Bay a essayé de se revendiquer plus comme un auteur, quelqu'un qui avait vraiment un style. Et je crois que Zack Snyder a un peu pris la même pente. Sauf que un style visuel, pour moi, ne fait pas un auteur, déjà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, le style visuel, en fait, devient un marqueur, mais ça veut rien dire dans le film. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le flou qu'il utilise dans son film ne dit rien des scènes. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'état psychologique des personnages, ça ne correspond pas à la tension de la scène. C'est juste un marqueur où, quand il y a une scène un peu banale, pof, il met son flou. De la même manière que Michael Bay, quand il sait plus quoi faire, il nous fait sauter des trucs, quoi. Il nous fait des explosions derrière les personnages ou des trucs comme ça, pour dire coucou, je suis là, c'est moi, et je fais des feux d'artifice, quoi. Et feu d'artifice, artifice, quoi. C'est vraiment, ça crée quelque chose de très artificiel sur le film.
et ça n'apporte rien. Et l'autre problème que j'ai avec ces deux réalisateurs-là, peut-être moins avec Michael Bay du coup, c'est que, et peut-être plus avec Zack Snyder, et peut-être plus avec Zack Snyder depuis un bon moment, c'est-à-dire que le film est très très sérieux, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça se prend au sérieux? C'est quand même incroyable. Il y a quand même très très peu de blagues dans le film. Michael Bay a quand même beaucoup plus d'humour que ça, a quand même des personnages beaucoup plus hauts en couleur, etc. Qu'est-ce qui se la pète, quoi? C'est incroyable. T'as l'impression que son... Ouais, non, mais en plus, ça rend tous les personnages du film creux, antipathiques. D'ailleurs, on va passer probablement un peu pour voir un peu les univers dans lesquels on va se balader. Et en fait, pour moi, c'est plus possible de faire des films comme ça en fait, on a l'impression que les années 80 sont même pas passées, quoi. C'est-à-dire, on est de retour au film d'être sérieux de l'époque. Et alors, je sais que c'est un débat qu'il y a souvent sur Snyder, et je lui demande pas de mettre des blagues comme dans les Marvel. Attention, c'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que je lui demande de faire des personnages qui sont en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'ils soient pas juste des personnages fonctions, qui sont uniquement là pour expliquer des trucs, et qui aient aussi une personnalité et des choses qui nous permettent de nous accrocher à eux. Autre chose en tout cas que leur esthétique particulière, parce que celle-là elle est plus réussie. D'ailleurs, du coup j'avance un petit peu dans les images. D'ailleurs, en termes d'époque, par rapport au sérieux, moi je dirais pas genre les années 80, un truc comme ça. Moi je pense que ce film, il serait plus arrangé à côté des péplums classiques du cinéma hollywoodien. Oui, quand je dis oui, en fait je voulais dire le nouvel Hollywood n'est pas passé, quoi. C'est même carrément ça, quoi. C'est effectivement, on est revenu à l'époque de Bénure, quoi. C'est ça. Raison, c'est ça. Donc commence le recrutement des personnages, et on arrive sur la grande ville qui va être un petit peu typée western, et on arrive donc dans une cantina. Alors ça, on n'a jamais vu ça non plus, les personnages qui quittent leur village. Et alors le premier truc qu'ils arrivent, c'est qu'ils arrivent dans une cantina avec des extraterrestres. Alors vraiment on n'a jamais vu ça dans un film. Non. Ce qu'on n'a jamais vu, c'est des gens qui rentrent dans une cantine, enfin des gens sur une planète désertique qui rentrent dans une cantina, dans lequel ils vont faire une rencontre où ils vont recruter leur premier compagnon. Non, attends, même pire que ça, c'est-à-dire dans lequel face à un méchant extraterrestre de la cantina. Voilà, c'est-à-dire, oui, mais parce qu'en plus, dans l'ordre de Star Wars, puisque effectivement là on fait référence à Star Wars, donc ils vont se faire menacer par un extraterrestre qui a une sale gueule, comme dans Star Wars, avec le même plan que dans Star Wars. Va y avoir ce petit personnage. Alors en fait, je voudrais faire un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que moi, quand je vois ce personnage-là, je me dis vraiment quel design d'extraterrestre nul. Vraiment, c'est pas terrible. Et quand je vois ce personnage-là, en fait, on a une espèce d'arachnide qui arrive à s'exprimer à travers un autre personnage. Et en fait, j'aurais aimé que le film il aille tout le temps dans cette direction-là, parce que ce personnage-là, il est cool, quoi. Mais ce personnage-là était incroyable. En plus, la première fois que tu le vois, tu comprends pas ce que c'est. Bah oui, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Il y a une espèce de type en flou derrière qu'on voit pas, qui fume un narguilé alien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc et en fait, non, le mec est mort, c'est un cadavre que l'alien fait bouger et parler. Et voilà, et je trouve que le film, quand il est intéressant, c'est-à-dire pour moi très rarement, c'est quand il fait des trucs un petit peu plus, effectivement, gore, un petit peu plus mature, comme ça, et va justement essayer d'explorer de la bizarrerie dans le monde extraterrestre. Ce que fait Star Wars plutôt dans le côté mignon, et donc du coup, je trouve que c'était un peu... Alors du coup, c'est bien, il le fait là, mais après, c'est une occasion manquée dans tout le film. Et donc, comme tu le dis, ils vont aller recruter un type un peu louche, qui va avoir un vaisseau et les aider de partir de cette planète. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Et qui va tirer en premier, quoi. Poubelle, d'ailleurs. Un vieux vaisseau poubelle. Oui, voilà, vraiment. Vraiment, où est-ce qu'on a déjà vu ça? Donc on va dire que c'est un hommage très appuyé à Star Wars. Et là, quand même, moi, dans le film, je commence à m'ennuyer, quand même. Clairement, je me dis, j'ai déjà vu, en fait. Mais non, il a pas d'amis poilus. C'est pas Star Wars. C'est ça, oui, non, mais t'inquiète pas, ils vont lui trouver des amis par la suite. Mais... Non, mais pas poilu, hein. Les poils, c'est pas très Snyder. C'est ça. Ah oui, non, c'est vrai que... Ah oui, alors faut dire que Zack Snyder a quand même un attrait pour une esthétique... Comment on peut dire ça pour être gentil? Zack Snyder, il regarde du catch. Pour lui, un être humain normal, c'est un catcheur. Oui, alors c'est là où on voit que tu es gentil, parce que moi j'allais dire qu'il regarde beaucoup les films de Leni Riefenstahl, et à mon avis, il aime bien la forme, mais aussi il aime bien le fond. Voilà. Oh là là, voilà. C'est méchant, c'est pas bien. Toujours le problème. C'est Goldwyn d'ailleurs, mais de la même manière que toute compétition sportive aujourd'hui est une esthétique fasciste, parce que les compétitions sportives qui a inventé la manière de les filmer, c'est Leni Riefenstahl. Voilà. Tout à fait. Et
Enfin, on pourrait faire des grands débats là-dessus parce que c'est très intéressant aussi. Comment l'esthétique de Leni Riefenstahl a par exemple été réappropriée dans le milieu gay, notamment ces films qui tournaient dans les boîtes gays à l'époque. Enfin, des trucs incroyables. Là, j'ai mis ce plan-là donc parce qu'on voit effectivement le dit vaisseau. J'ai aussi mis ce plan-là parce qu'on a des petits symboles là sur le côté. Et alors ça, c'est un autre truc qui m'énerve dans les films américains. Et vraiment, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Il y avait ça dans The Creator aussi, de Gareth Edwards, qui est un film de science-fiction sorti récemment, que j'ai trouvé plutôt sympathique par ailleurs. Mais... qui fait parfois des signes aussi un peu comme ça. Il fait des signes où c'est bien, on va mettre des symboles un peu asiatiques partout. Donc là, on est plutôt sur une tendance Corée, puisqu'on va aller sur une planète un peu typée coréenne avec du nabe. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de mettre des éléments de culture étrangers comme de la décoration. Voilà, juste stop. Oui, ou alors si vous le faites, inventez pas des symboles, mettez des vrais trucs, quoi. Voilà, et faites-le proprement, parce que c'est pas possible. Et puis c'est juste, encore une fois, hein, c'est du signe. On prend du culturel et on met des signes partout, et comme ça... Puis en plus, les trucs asiatiques, ça fait SF, quoi. C'est ça qui est envoyé un petit peu comme truc. Et encore, chez Gareth Edwards, quand c'est conscientisé et qui sait qu'il fait un hommage à Akira, ça me dérange un petit peu moins que là où... C'est gratuit. Bah, sachant qu'en vrai, ça fait SF, non, en vrai, ça fait cyberpunk. Très précisément, c'est cyberpunk, oui. Les symboles asiatiques partout. Ouais. Alors, oui. voilà, donc on commence à recruter les héros. Donc voilà, ça c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des griffons. Oui. Hercule, un petit peu aussi, on peut dire alors, qui a été engagé pour une seule raison. Et la raison, elle est évidente, parce qu'il est torse-poil tout le film. Voilà, il a vraiment des abdos incroyables, bravo à lui. Il a bien travaillé à la salle. Moi, je pense qu'il mérite d'être acteur rien que pour ses abdos. Vraiment, félicitations. Je sais pas s'il fera une grande carrière, je ne sais même pas qui est l'acteur. Je suis désolé, j'ai même pas regardé son nom. En tout cas, ils arrivent sur cette planète. Il s'avérera que, en fait, c'est c'est plus ou moins l'héritier du trône à la base. Enfin, c'était un prince de la famille royale précédente, oui, quoi. Ah oui, et c'est voilà, petite précision, ce type du coup, alors voilà, qu'on apprendra plus tard que c'était un type important, mine de rien, c'est le mec louche de la scène d'avant qui leur dit de venir le chercher. Ouais, voilà, donc il va apprendre à dompter le griffon. On ne sait pas pourquoi c'est important à ce moment-là, mais apparemment il faut qu'il dompte un griffon, ce qui fait qu'il aura un griffon. Et donc on a un plan comme ça aussi très poseur, et alors là, là où le premier plan Jeanne d'Arc pouvait un peu m'émoustiller, là on est vraiment dans ce que moi j'aime un peu moins, c'est vraiment le kitsch à la John Carter, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment pas mon esthétique. Le côté, parce qu'on retrouve le côté un peu super-héros justement, où les personnages font des trucs où c'est un peu du n'importe quoi. Bon voilà, vous avez le droit d'aimer, après tout, par ailleurs. John Carter ou... Ah bah attends. Adam Strange. Ça c'est une BD Adam Strange alors, qui est vachement bien, je vous la recommande, c'est 12 chapitres, c'est très cool, Strange Adventure. Qui est une reprise moderne du coup du personnage avec une vision d'aujourd'hui. Mais en fait, Adam Strange, c'est rien à voir avec Doctor Strange du coup. C'est ces personnages des années 80 qui, genre, ils sont sur Terre et puis ils se retrouvent transportés vers une autre planète. Okay. Et c'est le Sauveur Blanc. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Et donc cette BD justement revient là-dessus. Ah d'accord. Donc du coup c'est intéressant, c'est une espèce de. Voilà. Et donc voilà, après bon, moi c'est une esthétique que j'aime bien, c'est des personnages, bon, c'est des tropes extrêmement discutables bien sûr, mais bon. Alors moi c'est une esthétique que je peux aimer en comics ou dans de la littérature pulp avec des illustrations comme ça. Dans les films j'aime moins parce qu'en fait ça devient tout de suite un peu ridicule en fait. Dans un live action même, ou même dans un dessin animé je pourrais bien aimer ça. Mais dans un live action en fait, dès l'instant où je vois un être humain de chair faire des trucs de n'importe quoi, ça, je n'y crois plus une seule seconde, ça me sort du film, quoi. Ça ne marche plus. Voilà un deuxième personnage sur une planète qui va être typée coréenne. Donc voilà, Dunabe, qui elle... alors à chaque fois, ils ont une espèce... Alors en fait, la méthode dont ils vont les recruter, et là, bon, c'est un autre gros problème du film pour moi. C'est-à-dire en fait, ils sont recrutés comme dans un jeu vidéo, quoi. Si on passe de planète en planète, ça y est, c'est Mass Effect, hein, en mal écrit, mais plutôt Mass Effect, mais si ça avait été écrit par Quantic Dream, on va dire ça comme ça. Et donc ils vont arriver de planète en planète, recruter des persos, et chaque perso va avoir un peu sa quête initiatique pour pouvoir partir de la planète et les rejoindre. Le dialogue, pour les convaincre, ce sera appuyer sur la touche X de votre manette et ils seront convaincus de vous rejoindre. Donc elle va affronter une grosse araignée. Voilà, dans un monde plutôt à la Blade Runner, hein, du coup, plutôt typé cyberpunk. Du coup. Ils avaient déjà un voleur, maintenant il leur faut un assassin. Voilà, c'est ça, et même mieux, pourquoi pas un chevalier Jedi avec des sabres laser. Parce que ça aurait été dommage de pas mettre de sabres laser quand même dans le film. Je pense que. Ah, ça fait des jolies couleurs. Ah mais c'est cool les sabres laser. Après, moi, tant qu'ils payent les droits, moi, j'ai pas de problème, hein, tu sais. D'ailleurs, t'as remarqué elle a des sabres laser du coup, mais elle a aussi une main robotique. Ah oui, bah oui, jamais vu non plus ça. C'est absolument jamais vu. Voilà. Ils arrivent sur une nouvelle planète et alors là,
Gladiator Arena de Castor sur la lune de Pollux. Alors déjà c'est non. Voilà, déjà c'est non. L'arène de Gladiator de Castor sur la lune de Pollux, c'est non. Pour recruter un mec qui s'appelle Titus aussi. Voilà, c'est non. Donc une planète un peu typée romaine, c'est non. Et là, en fait, j'ai eu un flash sur Zack Snyder. J'ai fait ça y est, mais en fait, son influence, c'est qui? C'est Paul W.S. Anderson, en fait. Il a vu Pompéi de Paul W.S. Anderson, et il s'est dit, je vais faire des films comme Paul W.S. Anderson, avec des CGI moches, et avec une mise en scène qui n'a plus aucun sens. Et voilà, donc on est dans l'Andersonisation de Snyder. C'est très triste, mais c'est comme ça, donc voilà. Donc toute cette scène-là, donc c'est non. J'ai refusé de regarder la scène. Voilà, ce plan-là, c'est non. Voilà, c'est une laideur. Vraiment, c'est affreux. J'avais envie de pleurer à ce moment-là. Faut dire que les effets spéciaux de Game of Thrones sont mieux faits. Alors que le film a quand même 166 millions de budget. Alors certes, c'est en 2 parties. J'entends bien qu'il y a peut-être un peu plus de CGI à produire, mais alors là, vraiment, ça pour moi, c'est kitsch, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Et alors si c'est kitsch, que ce soit rigolo, quoi. Au moins, enfin, moi je veux bien. Donc il récupère Titus. Désolé, j'ai pas mis d'image, mais c'est Jimon Onsu qui a un look de vieux général. J'ai zappé de le mettre, mais... Littéralement, c'est le recrutement le moins intéressant de tout le film. Oui. C'est je viens, je parle, on repart. Il n'y a même pas une scène de baston. Voilà, il est là, il se lave, il vient. C'est ça. Il se fait laver, même plus précisément. Là, on arrive sur une deuxième planète. Alors, une autre planète encore. Là, pareil, hein, les CGI, c'est pas possible. Hein. C'est vraiment. Là, c'est pour retrouver du coup la résistance. Là, c'est bon, ils ont terminé de trouver tous les mecs dans les caniveaux. Maintenant, ils peuvent aller chercher les vrais gens. Voilà, donc une planète manifestement avec des pylônes où en haut il y a des immeubles de bureaux. Voilà. Pourquoi pas, mais en fait, quand ils sont sur le sol, c'est des espèces de monolithes qui flottent dans les. Bah, c'est une planète composée de Wii. T'aimes pas les Wii? De quoi? De Wii? Bah oui, les Wii, la console. Ah oui, c'est ça, c'est des console avec un machin blanc. C'est des Wiimotes, ouais, c'est des Wiimotes qui ont été empilés comme ça. Donc voilà, ils vont trouver les pirates de l'espace. Et alors là, je sais pas toi, mais moi je m'ennuie dans le film. C'est-à-dire que les scènes, vraiment, ils pourraient ne pas parler. Alors déjà, ce serait vraiment très bien. Parce que vraiment, les dialogues sont inintéressants. Il n'y a pas un dialogue intéressant de tout le film qui sert à quelque chose. En fait, les dialogues expliquent ce qui est en train de se passer dans la scène. Donc ça ne sert à rien, autant qu'ils ne parlent pas. Puisqu'ils disent bonjour, je viens vous recruter, et les autres disent ok. Bon. Après tout, ils auraient pu nous faire ça, franchement, ils auraient pu nous faire toutes ces scènes-là. Ça aurait pu être un cut avec de la musique. 2 minutes, on passe de planète en planète, on a recruté les mecs, c'est bon, c'est terminé. Vraiment, alors là, ça n'aurait rien changé à l'histoire, quoi. C'est tiré d'un livre ou pas? Je me posais la question, je préfère. Non, c'est un scénario original. Parce que ça aurait été un livre, je me dirais, qui manque des scènes, notamment des scènes entre les membres de l'équipage. Ouais. Je trouve que c'est un truc qui manque, parce que tu parlais de Mass Effect, et justement, je trouve qu'on ne retrouve pas ce côté Mass Effect, parce que les gens se connaissent pas. Bah oui. Oui, parce qu'en plus, ils arrivent, ils disent tu viens, le mec ils disent oui, après ils sont ensemble, c'est les meilleurs amis du monde pour aucune raison. Je trouve que c'est un peu le même problème qu'avec le Suicide Squad de David Ayer, c'est quand t'arrives à la fin du film, t'y crois pas qu'ils sont soudés. Ouais. Ils se connaissent même pas, donc qui s'y veut qui. Donc ouais, ça, je trouve que c'était un gros problème. En plus, le film dure 2h15, ils auraient pu quand même nous mettre. Bah, de toute façon, en fait, on peut peut-être en parler maintenant. Je pensais garder ça pour la fin, mais donc le film est en 2 parties. On peut le dire déjà, en fait. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais je pense que oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça devait être un gros film et ils l'ont coupé en 2 parce que c'était trop long. Oui, clairement, oui. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc déjà, oui. Déjà, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable de faire ça. Parce que même au final, parce que bon, on verra quand on y sera, ouais. Mais à la fin du film, en l'état, pourrait être une fin. Ouais. Parce que non. Mais la très grande majorité des arcs ouverts dans ce film se referment dans ce film. Et au final, de ce qu'on a dans celui-là, il y a assez peu de choses qui nous restent pour la suite. Bon, avec un univers extrêmement vaste, donc forcément ils vont trouver des trucs. Mais c'est vrai que là, en l'état, c'est-à-dire à part aller dire bonjour à papa pour le jarter du pouvoir, je vois pas ce qu'ils vont faire, tu vois. Bah alors oui, parce que effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin, il n'y aura pas d'attaque de village.
Oui, Ça n'arrivera pas. Alors, donc, dans le film, il n'y a pas. Il y aura une attaque. On y reviendra à la fin du film. Juste pour finir là-dessus, donc le film est coupé en deux. Et en fait, moi, je pense qu'il y a un problème de production, en fait. C'est-à-dire que il y avait déjà eu ce problème-là sur d'autres films, un peu sur la même typologie. Je pense à Rogue One, par exemple, qui avait eu beaucoup de reshoots parce que la version était beaucoup trop longue et que le film était beaucoup trop long. Et en fait, on est dans une expansion où les réalisateurs ont des jours de tournage qui sont de plus en plus réduits. Parce qu'en fait, avec les coûts syndicaux, les coûts des budgets pour payer les acteurs, c'est pour ça qu'ils passent de plus en plus par les CGI par ailleurs, ils essaient de tourner un maximum pour avoir un maximum de matière pour faire le film. Ce qui est louable, hein, je ne suis pas contre ça. Sauf qu'ils font des films avec des scénarios qui ne tiennent pas dans le contrat de base, qui est en fait de faire un film de 2 heures, 2 heures et demie, et ils se retrouvent avec des films de 4 heures et demie. Et en fait, moi, à la rigueur, s'ils avaient sorti le film de 4 heures et demie, je dis pas. Mais là, en fait, couper a posteriori un film qui n'est pas du tout fait pour être coupé, bah déjà ça se voit. Et en fait, ça fait un film qui est insatisfaisant à tous les niveaux. On dirait presque un pilote de série télé. Alors de série télé sci-fi par ailleurs, comme Zakich. mais en plus, ce que je trouve con, c'est que vu que ça sort en VOD, enfin, on sait comment ça marche. Ils sont pas cons, les gens. Ils savent faire pause, reprendre plus tard. Oui, mais en fait, là, alors, ce qui s'est dit par ailleurs autour du film, c'est qu'en gros, là, ils sortent les versions pourries, volontairement pourries, entre guillemets. Hein. Enfin, moi, j'aime pas, Oui, mais ok. disons les versions mal fichues et en plus pas rated R, pour refaire ce qui s'est passé sur Justice League, en gros. C'est-à-dire, ils vont dire, ah oui, non mais attendez, non mais c'était nul, attendez, il y a la Director's Cut qui arrive. Et en fait, ils essaient de refaire ça de toutes pièces. Et il y avait une interview de je sais plus quel réalisateur, qui est un ami de Snyder, qui disait, mais en fait, ils essaient de faire ça de manière artificielle. Et sur le coup, j'avais pas compris. Et en voyant le film, en fait, j'ai très bien compris. Effectivement, ils essaient de refaire ce truc-là, quoi. C'est ridicule. Mais, Donc, nul mais du coup, la Netflix. question que je me Voilà. pose, c'est la Director's Cut. Ils vont la sortir également sur Netflix à côté du film en deux parties, ou genre ça va Potentiellement, sortir ouais. en DVD? Bah potentiellement, c'est en tout cas Zack Snyder dans ses interviews dit que lui il espère faire une director's cut et que ça a été c'est un montage qui lui plaît pas, qui a été imposé par le studio. Enfin la même chose qui s'est passée sur Justice League, ça revient sauf que en fait on n'y croit pas une seule seconde parce qu'en fait il a déjà travaillé avec Netflix, il sait comment ça se passe et en fait peut-être à la fin ils se sont dit pour exploiter le film on va le sortir en deux parties. Moi je sais pas, je fais pas du complotisme, je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment Oui, en tout cas ils auraient pu ils ont- sortir directement la director's cut et pas nous faire cette espèce de version bâtarde en deux parties qui n'a ni queue ni tête d'un point de vue pur de production en fait. eux, Voilà. Tout ça pour eux, dire. Ils arrivent sur ils une rentrent tous plateforme, les rebelles. voilà, sur une plateforme où le méchant et l'héroïne se battent et là le méchant lui dit je suis ton frère. Non, je déconne. C'est Putain, une blague. t'as avancé d'un coup là. Ouais, j'ai avancé d'un coup. Bah, en fait, ils arrivent sur la plateforme des pirates. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc, bah là, je te laisse le dire, hein, puisque c'est toi qui fais Oui, le pitch. Mais il y du a un coup, événement qui change un peu. en fait, ouais, le petit twist, c'est que le village ne sera finalement pas attaqué, parce que l'attaque va se dérouler un arrêt avant, parce que le mec louche voulait déposer des cargaisons pour une livraison et tout, et c'était un piège. Et oui, car le mec louche Euh, était un traître. et ouais, le mec louche n'a jamais été sympa en vrai. Et oui. Euh, Ce qui d'ailleurs est pareil, je trouvais un peu mal amené parce qu'ils interagissent pas assez avec lui pour qu'on s'y attache et que on ait vraiment confiance en lui. Enfin, qu'il ait fait quelque chose pour Non, qu'on ait puis, confiance en lui. non, puis c'est là où on voit aussi les affects de Snyder, en fait, hein, tout simplement. Mhm. C'est-à-dire que lui, il a vu Star Wars, il s'est dit non, non, Han Solo, c'est un loupard, donc c'est un méchant. Les gentils, c'est les descendants de rois, les anciens généraux, c'est les gens comme ça. Les loupards, c'est les méchants. Lui, par exemple, s'il devait adapter Les Misérables, je pense Zack Snyder, Javert serait le gentil et Jean Valjean serait le méchant. Parce que c'est l'ordre des choses, non, sa vision du monde, que je ne qualifierais pas du F-word, mais j'y pense quand même très fort. Voilà. Voilà mon avis sur ce twist. D'accord. Ou alors sinon, t'aurais pu dire tout simplement que c'était un hommage au meilleur film de la dernière trilogie Star Wars, Star Wars 8, où le Han Solo du film est également un connard. Ah, bizarrement, dans Star Wars 8, c'est marrant, j'ai pas senti le côté l'ordre avant tout, tu vois. Justement, puisque Star Wars 8 avait un message sur finalement, les pouvoirs de la force, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la lignée, chacun peut être sensible à la force à sa manière. Donc il y avait un message un petit peu d'ouverture comme ça, qui a été balayé dans le 9, tiens, d'ailleurs, bizarrement. Et c'est marrant, on parlait de Michael Bay et Zack Snyder, et Et dans J.J. les. Abrams aussi, ouais, a Voilà, disparu. quand on parle de quand même de réalisateurs en perdition, J.J. Abrams, alors là, depuis Star Wars 9, ça l'a achevé en fait, ça y est, il ne fait plus Ouais, rien. C'est mais finito. tu vois, genre, certes, Snyder et l'autre, et Michael Bay, ils sont aujourd'hui, ils sont has-been et ils sortent des trucs plus Mhm. qu'en VOD et puis au cinéma.
mais au moins ils font encore des trucs. Alors je pense que J.J. Abrams produit encore des trucs, mais en termes de réalisation, bah voilà, c'est terminé, quoi, tout simplement. Et c'était la même génération que Snyder, hein, du coup c'est quelqu'un quand même qui a posé des codes aussi, hein, des codes de films d'action dans les années 2010. Voilà, les effets lens flare, les gens qui courent dans des couloirs, voilà, il y avait une petite patte J.J. Abrams. Et dans Star Wars 9, qui, de la même manière que Snyder et Michael Bay, c'est complètement fourvoyé dans ses idées politiques, en fait. Hein. C'est-à-dire que on dit souvent, oui, le wokisme, c'est de la propagande, etc. Mais alors, il faut voir la propagande de ce qu'on se tape des conservateurs américains. Hein. Parce que si ça, c'est pas des films de propagande, moi je veux bien. Hein. Si ça, c'est censé être les films normaux, bon, d'accord. Mais je suis pas d'accord. Snyder et Michael Bay, je sais pas, mais J.J. Abrams, je suis pas sûr qu'il ait ce genre de... Bah, alors, je pense que J.J. Abrams, du fait de lui-même d'appartenir à une communauté minoritaire, effectivement, a peut-être moins ces affects-là. Mais quand on voit un Star Wars 9 qui n'est qu'un reniement d'un message qui est de dire la ligne du sang, c'est pas grave, ce qui compte, c'est ce que vous êtes à l'intérieur ou ce genre de truc, et de remettre en place la ligne du sang comme étant le principe fondamental, c'est problématique. C'est un autre conservatisme. Mais pour moi, ça se met dans un conservatisme aussi et dans une espèce de... Voilà, c'est juste différent, mais c'est la même chose, mais sous un autre angle, quoi. Du coup, Nam, sur... qu'est-ce qui se passe après cette scène ? En gros, après cette... Alors, il s'avère que le méchant est pas mort, en vrai. Oui, bon, ça, on s'en doutait. Ça, c'est pas très grave. Et il y a une scène que je trouvais très bien, pour le coup. Pareil, c'est comme l'extraterrestre au début. C'est un moment où le film, il se réveille et il s'est dit, on va faire un truc intéressant. Un petit peu plus gore, encore une fois. Il a une espèce de machine pour transférer son esprit à l'autre bout de la galaxie pour qu'il puisse parler au régent, qui est donc le père de Cora. Et je trouvais que visuellement, pour le coup, c'était très intéressant. L'espèce de cocon de flotte avec les lumières et tout, l'espèce de salle d'opération trop glauque. Alors, il y avait quelque chose d'intéressant pour cette scène. Oui et non pour moi, c'est-à-dire que oui, dans le sens où quand ça va dans le côté un petit peu gore, où ça fait un petit peu du body horror ou des trucs comme ça, là je trouve que le film effectivement est intéressant puisque on est dans des types d'expériences extraterrestres ou transhumanistes qui sont un petit peu différentes des productions grand public qu'on a vues jusqu'ici. Donc là, oui. Par contre, en termes de qualité de réalisation, j'ai l'impression dans les pires films live de Mamoru Oshii, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans Avalon ou dans... Comment c'était son film avec il avait fait un film Mamoru Oshii où c'était juste 3 nanas en cosplay qui se baladaient dans le désert là. Et bah c'est Assault Girl et oui, c'est la suite d'Avalon. Ah bah c'est ça. Et alors on parle bien d'Avalon parce que la suite elle est pire. Voilà. Oui voilà. Alors effectivement si vous avez vu Assault Girls, parce que moi j'aimais pas Avalon. Puis après j'ai vu Assault Girls et j'ai fait oh en fait Avalon ça va quoi. Parce que Assault Girl bon il y a pas de c'est 3 nanas en cosplay quoi. Bon. Et avec Assault Girl, j'ai l'impression que Mamoru Oshii nous montre qu'il a pas compris le sujet de son premier film. Enfin, bah, je sais pas ce qu'il a voulu faire. De toute façon, Mamoru Oshii, moi, dès Ghost in the Shell, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. J'aime bien, des fois j'aime pas, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Donc, mais c'est un très bon réalisateur par ailleurs, très légitime, que j'aime bien, mais et qui fait des choses un peu en dents de scie par ailleurs, mais je comprends pas ce qu'il fait. Voilà, vraiment, un mystère pour moi. Point d'interrogation. Et sinon le film se termine sur ce qui reste de notre équipe de héros. Voilà, qui revient au village. Voilà, on vous passe le casting où il y a eu quelques changements, qui reviennent au village et où les attend le 7ème du coup. Voilà, qui sera le robot. Samouraï, qui est le robot du début. Ils lui ont mis une espèce de petite couronne avec des boîtes de serre. Il est redevenu le dieu de la nature, un personnage plutôt prometteur, donc, qui laisse à penser que l'attaque du village donc, aura lieu dans la deuxième partie malgré tout, même s'ils ont détruit le cuirassé dans la première. Ils vont venir avec plus de cuirassés, manifestement. Il s'avère que le commandant méchant, il est encore en vie, donc il sait où est le village. Voilà. Donc, voilà alors, je pardonnerai Rebel Moon, vous aurez compris que c'est un film que je n'ai pas beaucoup aimé. Je pardonnerai Rebel Moon partie 1 si la partie 2 c'est que de la bagarre. Voilà, je ne veux que de la bagarre. Vraiment pas de dialogue. Vraiment, vous ne parlez pas. Vous vous tapez dessus pendant 2h13. Voilà, vous vous tapez dessus. Et vraiment, surtout, vous essayez de pas faire de scénario. Juste de la guerre, de la bataille. Et peut-être là, je serai clément. Voilà, c'est ça. Si tu voulais, il y a peut-être que dire quelque chose en conclusion, ouais. Oui, quand même, parce que je t'ai entendu beaucoup te plaindre des. Et je vais me replaindre après, hein, c'est pas fini. J'aurais un argument en faveur des CGI pas réalistes, quand même, à savoir tout simplement que aujourd'hui, on arrive quand même à un point où en CGI, ça nous est montré, notamment par Avatar, il nous l'a fait 2 fois et c'est encore prévu 3 fois, je crois, qu'aujourd'hui on peut faire des films photoréalistes en CGI
qui te montre des environnements qui n'existent pas ou qui n'est pas sans qu'il y ait trop de bases réelles, avec des créatures inventées, etc. Je trouve qu'on va peut-être arriver, qui s'est passé avec l'animation récemment, à savoir qu'on va arriver à un moment où le film réaliste, on va y être, et du coup, quelle voie s'offre à nous? Et comme exactement ce qu'a fait la peinture quand la photo est arrivée, prendre une voie qui ne soit absolument pas réaliste, ou qui s'en écarte. En tout cas, plus stylisé. Comment ? En tout cas, plus stylisé. En tout cas, plus stylisé. Je parlais du film d'animation, par exemple, Spider-Man New Generation a mis le pied dans la fourmilière, et Arcane également. Et depuis, on a une nouvelle esthétique, des nouvelles esthétiques de films d'animation qui arrivent et qui marchent. Parce que oui, les gens en ont marre de voir toujours la même chose. Du coup, je dirais que en soi, les CGI moches, moi, me dérangent pas si c'est stylisé. Si c'est juste moche parce que t'as pas de thunes et que tes textures sont pourries et que t'as mal payé les gens pour pas faire le travail en les faisant crocher, c'est de la merde. Si c'est moche, mais que en même temps le but c'est pas que ce soit beau, mais que ça ce soit donne pas réaliste, ou photoréaliste, un cachet visuel, un aspect visuel, moi ça me va. Moi ça me va aussi. Mon avis sur les CGI moches. Ça me va aussi, même si je pense que là le film. Alors je sais pas, sur la qualité générale, je dirais techniquement ça va, donc je pense que les équipes ont l'air d'avoir le temps de travailler dessus. En revanche, par contre, la direction artistique, au secours. C'est-à-dire vraiment... Alors en fait, je me suis posé la question en regardant le film, je me suis dit, s'inspirer de tout un tas de références pour faire des films, en fait, tout le monde le fait, hein, c'est totalement normal. Même, tu regardes Mars Express, par exemple, Mars Express, il y a des inspi de Ghost in the Shell, de Blade Runner, de trucs à droite à gauche, il y a plein d'inspi. Qu'est-ce qui fait que dans un Mars Express, c'est très beau, et que là, c'est une espèce de gloubi-boulga, où tu as l'impression que tu as tout un tas de références qui ont été mis dans un même sachet, qui ont été secouées, et que ça marche pas du tout, quoi. Et du coup, le film, je le trouve vraiment... Enfin, pour moi, esthétiquement, je le trouve hideux, et en fait, c'est un univers... À part quelques petits exemples, quand il essaie d'être un peu gore et un petit peu plus mature, je l'aime bien, mais sinon, c'est qui m'irrite les yeux, et j'ai pas envie d'y vivre, j'ai pas envie d'y aller, il m'intéresse pas. C'est-à-dire, les designs sont moches, c'est générique, et il y a pas de ça n'a pas d'âme en fait. Pour moi ça n'a pas du tout d'âme, surtout quand tu compares à des DA. En plus moi ça c'est un truc qui m'énerve, pardon, je vais repartir sur un truc comme ça, mais on sait à quel point les Américains, quand ils ont commencé à faire du space opéra, notamment avec Star Wars, ils ont pillé la bande dessinée franco-belge, et notamment Valérian, typiquement, exemplairement. Ils ont pillé Bilal, ils ont pillé Druyé, des gens comme ça, des gens qui avaient des esthétiques fortes. Et ce qui faisait que les films qu'ils faisaient à l'époque étaient plutôt pas mal. Quand on voit un Star Wars, un Alien, c'était dérivatif, mais il y avait une âme. Et en fait, juste maintenant, on a l'impression qu'ils n'ont plus aucune notion de direction artistique, quoi. C'est terrible. Et quand je pense à ce que des équipes françaises peuvent faire avec des moyens de budget 10 fois inférieurs, et qu'on voit que des Américains, avec 160 millions de dollars, ils sont pas foutus de pondre un truc avec un début de direction artistique. Et en fait, on sait pourquoi. Pourquoi ils font pas de direction artistique ? C'est parce qu'encore une fois, il faut que ce soit un film qui plaise à tout le monde, qui puisse s'exporter partout dans le monde, et qui n'ait pas d'identité. Et en fait, moi, les films sans identité, c'est non. Et je voudrais même bien que ça ait une identité très américaine, et qu'ils fassent un film avec une esthétique de science-fiction très à l'américaine. Ça me va très bien. Mais là, il n'y en a même pas. C'est une espèce de bouillie internationaliste qui va prendre un coup la Corée, un coup un autre pays, pour faire une espèce de machin qui ressemble à rien. Voilà, c'était mon rent. Alors, petit bilan du coup. Alors bon, pour moi, vous aurez compris, hein, j'ai détesté. Je trouvais que c'était un navet. Voilà, la deuxième partie, c'est pas pour moi. Voilà, Nam, je te laisse sur une note plus positive, tout simplement. Bah oui, écoute, moi j'ai bien aimé. Après, bon, voilà, je vais pas vous dire que ce film a révolutionné le cinéma ou qu'il va se retrouver dans mon top 10. Hein. On n'est pas à ce niveau-là, mais j'ai passé un bon moment. Peut-être aussi parce que quand je l'ai vu, je venais d'être en vacances il y a 2 heures, donc peut-être que ça aide. C'était un sas de décompression pour toi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, non, mais c'est ça, genre j'ai vu le truc, je savais dans quoi je m'engageais à peu près. Parce que bon, c'est Snyder, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit le film le plus intéressant que je vois cette année, tu vois. J'avais de l'espoir parce que je m'étais dit, dans Sucker Punch, le côté un peu... En fait, quand le projet a été annoncé, j'ai fait, ouh, ça sent pas très bon. Surtout qu'il n'était pas sur un très bon string. Et quand j'ai vu un peu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, il y a quand même... Ils avaient mis en avant les petites idées visuelles qui étaient originales. Et ça m'avait fait penser un peu à Sucker Punch, qui était très... qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui était très débridé et qui avait une ampleur visuelle tout autre pour moi que ce film-là. Et j'espérais retrouver ça, ce qui fait que j'étais très déçu au final.
Pour moi c'est la fin d'un règne, hein. Enfin vraiment, c'est finito. Après, on verra la deuxième partie. Ce qui Oui. arrive parfois, c'est que quand on est obligé de découper en deux parties, on met tous les trucs pas très intéressants au début et tout ce qui est intéressant est dans la deuxième. Mais là, je me berce d'illusions. Voilà. Mais après, Snyder, ça fait quelques films où, comment? Tu sais, genre, il va tester des trucs. Enfin, il va s'essayer à des genres plutôt. Parce que bon, le super-héros, c'est bon, il Oui, l'a oui. trop fait, sans que ça le saoule. Son celui d'avant, Army of the Dead, c'était un film de braquage avec des zombies. Donc, c'était un Sachant que film de Zombie, il braquage. connaissait quand même un petit peu le dossier puisqu'il avait fait l'armée des morts quand même. Oui, oui, bien sûr. Qui était un... Mais pour coup, qui était un film de Oui, zombies. Film de casse Euh, aussi, oui, le côté film de casse était assez neuf pour c'est lui. ça. Qui était neuf. Il a fait un film d'animation, il a fait des adaptations Ouais. de BD. Tu vois, genre, il teste quand même des trucs au fur et à mesure, toujours avec sa sauce, sa pâte et tout. Donc, bah, là, c'est son space opéra. Bah, de toute façon, voilà, bon, je vais pas passer. Je vais pas voilà, me battre avec tous les gens sur internet pour vous dire que le film est cool quand même. Tu les défends Ça marche gentiment. pas. Je vais perdre. Mais voilà, enfin, les gens l'ont pas aimé malheureusement. Par contre, je trouve quand même que il y en a certains qui le qualifient de nanar. Je trouve que c'est un peu, c'est quand même exagéré. On n'est pas à ce Pour moi, niveau-là un non plus. nanar, c'est rigolo. Pour moi, c'est un navet, par contre. C'est-à-dire, genre, enfin, c'est vraiment pas bien. Pour moi, c'est tellement dérivatif que vraiment, j'ai pas. C'est rare, hein, mais j'ai vraiment pas eu de plaisir à voir le film. Vraiment, à aucun moment. Je soufflais pendant le film. De toute façon, à mon avis, le film va pas trop marcher, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il va peut-être y avoir un petit buzz au début parce que c'est quand même le retour de Snyder. C'est quand même un univers assez engageant sur le papier. Après, vu le backlash qui se prend, ça sent quand même pas très très bon pour la suite des opérations. Donc, Nam, du coup, est-ce que tu as des recos pour nous pour cette Oui. petite fin d'épisode? Alors, si vous voulez voir un Snyder sympa où son style visuel est pour le coup bien utilisé, je trouve, avec des CGI, comment? C'est pas forcément les plus beaux que vous aurez vus, mais au moins ils sont équivalents parce qu'il n'y a pas de personnage live en incrustation dégueulasse. C'est la légende de Gaoul qui était Eh ouais, sympa. bah oui, effectivement, une curiosité, moi je trouve une curiosité d'animation, plus dans un registre presque un peu fantasy avec des chouettes et tout. C'est vrai que c'est un film qui est très différent des films qui ont été faits à l'époque et ça, c'est vrai qu'on peut quand même lui donner crédit que bah, quand il s'engage sur la voie de l'originalité comme avec Gaoul, bravo à lui. Et d'ailleurs, tu parlais plutôt tu sais, des gloubi-boulga visuels à certains Ouais. moments. Et- Est-ce oui, que tu as une autre reco ou t'en as tout qu'une? à fait. Et ma seconde Ah, recommandation est un ça fait plaisir. film de science-fiction sorti sur Netflix qui dure 2h17, qui se passe également dans le futur, mais qui est coréen. Ça s'appelle. Voilà, je vous montre. Space Ça Sweepers! s'appelle Eh, tu sais quoi, Space Nam? Sweeper. Eh, Nam, j'avais la même Ouais. reco que toi. Ah merde. Mais non, c'est bien, c'est pour ça que j'en ai deux à chaque fois, mais je suis très content que tu parles de Ouais. Space Sweepers, je te le Parce laisse. que, parce que tu vois, genre, j'ai repensé là, en toute fin de truc et je me suis dit, mais c'est vrai que Space Bah oui, Sweeper, moi j'y ai pensé tout de suite aussi. opéra vachement bien, Ouais, drôle, drôle! Ah, drôle, c'est très drôle mais qui Space prend Sweepers. le sujet quand même au sérieux, tu vois. Et Ce voilà. que Snyder aurait dû faire avec Rebel Moon. Et oui! Et Avec des CGI douteux parfois d'ailleurs, Space Sweepers aussi, mais. des scènes d'action et de bravoure absolument Et incroyables voilà. aussi. Genre, et Et poseur aussi également. Il y a des scènes de putain de poseur. voilà. Et en plus, tous les moments qui sont un petit peu attendus, genre à la fin il y a un grand méchant, faut le confronter, tout ça passe à la trappe pour être sur les originalités du film, c'est-à-dire que c'est un film où on va avoir des gars qui vont être un peu des, comment dire, des éboueurs de l'espace, qui vont essayer de récupérer des pièces sur des trucs qui tournent autour de la planète, donc ça donne des scènes d'action sympas et originales, et en fait ça s'appesantit là-dessus, et le scénario de fin du monde assez classique, bah, le film l'évacue assez vite, c'est juste histoire qu'il y ait une trame de manière générale, et ça ne s'appesantit pas dessus, pas comme Snyder qui a besoin de 2 films pour faire ça manifestement, et donc Space Sweepers, bah tu vois, j'ai raison d'avoir 2 recos à chaque fois. Ah bah voilà. Ah Wadiz C'est qui nous dit il est très sympa ce film. Et c'est ben vrai. voilà, on est entre Ouais, connaisseurs. J'espère que les c'est autres qui validé. arriveront jusqu'à ce moment-là de la vidéo Et moi, seront intéressés pour donc voir du le coup, film. j'ai une autre reco, puisque j'ai une reco de secours. Et Vas-y. alors, si vous voulez un film avec une esthétique de science-fiction très américaine, un space opéra, avec des Ouais. effets spéciaux parfois douteux, mais avec tout ce que j'aime bien, du second degré, etc., je vous recommande un film qui s'appelle... Ah oh non, bah non, ah bah non, ça c'est un Ouais, chef-d'œuvre. vas-y. Starship Troopers est un chef-d'œuvre. Bah oui. C'est un chef-d'œuvre. On peut le recommander par ailleurs. Et moi, je vais vous recommander Les Chroniques de Riddick. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Avec Vin Diesel. Et oui, c'est bien lui. Et bah oui, il y a une espèce de théocratie religieuse comme ça qui essaie d'envahir le monde et qui détruit des planètes, un petit peu comme dans le présent film. Sauf que les Chroniques de Riddick, bah, c'est super rigolo en fait. C'est-à-dire, il y a des scènes où ils sont sur une planète, où il y a le soleil qui les poursuit, ils vont se faire cramer parce que la planète est foutue comme ça. Je vous dirai pas que c'est le space opéra du siècle, mais pour le coup,
tous les éléments de détente et de pas prise de tête que moi j'ai pas trouvé là. Là, moi j'ai trouvé que le film m'a pris la tête. Et bah, les Chroniques de Riddick, ça m'avait pas pris la tête. Et donc voilà, donc c'était pour Rebel Moon. Évidemment, on vous fera la partie 2. Moi, je vais regarder la partie 2. Peut-être que je vais totalement changer d'avis, peut-être que je vais totalement basculer. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout à vous en parler autour de vous, quoi. Parce que c'est le bouche à oreille pour moi qui est le plus important. Voilà, on ne sait pas de faire des vignettes putaclic, on fait juste des films où on donne notre avis, surtout sur des vidéos qui sont très longues, parce qu'on pense qu'on a besoin de notre temps pour parler des films. Donc ça n'a pas du tout vocation à percer et à exploser, mais néanmoins, voilà, si vous en parlez à vos potes qui sont cinéphiles, et ben, peut-être que ça pourra leur plaire, tout simplement. Merci à tous et puis bye bye. Au revoir. Tchuss.